nous évoquions la République démocratique du Congo avec la mobilisation de l'opposition ce samedi dernier, dans les rues de Kinshasa, une première depuis plusieurs mois déjà. Et Magloire Kenvi s'interrogeait sur la stratégie à mettre justement par l'opposition, à mettre en place par l'opposition pour battre le candidat du pouvoir. Oui, bien évidemment. Face à la machine à voter, justement. Justement, parce que le nœud du problème, il est là. On parle d'une stratégie mise en place par Kinshasa pour pouvoir frauder les élections, des millions d'inscrits sans empreinte digitale, alors que c'est le BABA qu'on recommandait. Et je pense que c'est là où se trouve le véritable enjeu. Dire que nous avons mobilisé des millions, c'est bien, mais ceux qu'on a mobilisés attendent que leur vote soit positif ou du moins qu'on essaie de positiver leur vote. Et donc, moi, je pense que entre eux, ils doivent désormais adopter une stratégie qui leur permettra, n'est-ce pas, de bien contrecarrer Kinshasa. Parce qu'il ne servira à rien de dire que oui, la machine à voter, elle est là, nous allons rejeter tout le résultat, alors que vous avez peut-être les moyens de pouvoir éviter cela. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se prendront justement pour se faire, mais il me semble que ça va être une imprudence ou une erreur politique de voir le problème sans pour autant développer des stratégies pour pouvoir arriver à bout. Justement, Dimas, est-ce qu'il peut exister ici des stratégies parce que au niveau de la commission électorale, on est déterminé à utiliser cette machine-là? Non, moi je ne pense pas qu'il y ait une stratégie qui puisse venir à bout de la victoire du candidat du pouvoir. Ça, ce n'est pas possible. Parce qu'on a une commission électorale complètement acquise au pouvoir, une cour constitutionnelle complètement acquise au pouvoir, on a, comment l'appelle-t-on, tout ce qui constitue la machine à voter, comme eux-mêmes ils l'appellent là-bas, complètement acquise au pouvoir. Alors, tout ce que l'opposition peut faire, c'est de trouver des moyens pour démontrer à l'opinion la mauvaise foi du pouvoir et les fraudes que le pouvoir tend à organiser. Parce que, en quoi est-ce qu'ils auront confiance maintenant pour pouvoir gagner avec leur stratégie? Le fichier électoral est très très contesté, peu fiable. Il y a des millions qui n'ont pas rempli des conditions pour être sur ce fichier, qui se retrouvent sur ce fichier, et d'autres qui devaient y être n'y sont pas. Et donc, ça dit tout est huilé, bien planifié pour que le pouvoir revienne à nouveau d'une autre manière. Et donc, aucune stratégie de l'opposition ne peut venir à bout de cette machine, mais ils peuvent quand même démontrer la mauvaise foi du pouvoir, les fraudes qui seront organisées, démontrer, puisque les fraudes c'est en avant, pendant et en amont, en aval, oui, et du scrutin. Et donc, déjà, commencer par démontrer, preuve à l'appui, les fraudes qui sont organisées, je pense que faut-il qu'ils aient accès à la machine pour pouvoir faire leur... Non, mais à partir tout le monde va, à partir du moment où ils dénoncent cela et le pouvoir n'arrive pas à apporter la véritable preuve que le fichier est fiable, et eux ils disent que cela, et on les empêche d'avoir accès pour pouvoir auditer ce fichier, ça a déjà convaincu l'opinion internationale que ce qui va se passer là-bas n'est pas tout à fait crédible. Et donc ce qu'il faut faire, c'est de faire cela pour pouvoir affaiblir le pouvoir et démontrer, comment l'appelle-t-on, que celui qui va sortir de cette élection ne sera pas crédible. Je parle bien du candidat du pouvoir. Maintenant, il va falloir faire tout cela avec des preuves à l'appui. C'est ce que Magloire dit tout de suite ici, que ce n'est pas parce que vous voyez qu'il y a une machine qui se prépare que vous allez rester les bras croisés. Une machine à fraude qui se prépare que vous allez rester les bras croisés. Il va falloir démontrer. Parce que quand il y a preuve, il va falloir démontrer cela. Mais au-delà de tout, au-delà de fichiers, au-delà de la CENI, au-delà de la Cour constitutionnelle,
c'est les Congolais qui vont voter dans les urnes. Et si réellement il y a une vigilance électorale qui est organisée et que à chaque niveau, avec les observateurs qui seront là, on puisse démontrer réellement que voilà, dans tel bureau de vote, c'est tel qui a gagné, c'est l'opposition qui a gagné, c'est l'opposition qui a gagné. À tous les niveaux, je pense que le pouvoir aura toutes les difficultés pour faire ça. Mais quand on reste les bras croisés, moi je pense que l'opposition congolaise et qu'on ne veut rien faire, n'a pas fait tous ces efforts pour se retrouver dans une situation dans laquelle le pouvoir de Kabila va encore chercher à voler les élections. Tous ces temps de lutte, toute cette mobilisation pour faire partie de Kabila, ça a été mais ça, c'est au niveau de la population. C'est au niveau de la population. Oui. Ici, on parle de ce qui est mis en place comme machine. Justement. Pour pouvoir tout détourner. Cette pression que la population avait mise pour exiger et avoir le départ de Kabila ne va pas être détruite comme ça parce que l'opposition congolaise n'est pas capable de contrecarrer la fraude qui est en train d'être organisée. Déjà, selon toi, qu'est-ce qu'il déjà faut le faire? fait de dénoncer, puisqu'on parle de 6 millions d'inscrits irréguliers sur ces fichiers, voilà, sur ces listes électorales. Quand on parle du refus du pouvoir de permettre à l'opposition d'accéder à l'audit, à la machine, à l'audit de ce fichier électoral, c'est déjà des preuves que cette opposition a. Et ces preuves vont être calculées sur les stratégies à mettre en place pour justement contrecarrer la machine à fraude de Kabila. Les Congolais ne se sont pas fait tuer. C'est ça le problème. Ça ne va pas être dit en amont. L'opposition congolaise, elle est quand même assez mûre, puisqu'on parle de mobilisation, puisqu'on parle d'unicité. Tous ces opposants parlent d'une seule et même voix. Pour le moment, tous disent qu'il faut faire partie de Kabila. Et pour faire partie de Kabila, c'est dans les urnes. Alors, pour pouvoir gagner les urnes, ils ont leur stratégie. S'ils dévoilent leur stratégie, le pouvoir de Kabila dispose de tous les moyens pour... ça, c'est le langage politique qu'on dit chaque fois. On a une stratégie, on peut pas dévoiler ça. Au dernier moment, on ne voit aucune stratégie. L'opposition laisse le pouvoir commettre ses erreurs. La cible de l'opposition, c'est la machine à voter. Et je cite Vital Kamerhe, nous allons rejeter la machine à voter que nous appelons machine à tricher. Mais rejeter comment? Voilà, c'est la grande interrogation aujourd'hui. Et je l'ai dit, une chose est de détecter le problème et une chose est de pouvoir mettre des stratégies en place pour pouvoir contrecarrer ça. Je le disais en début d'émission que je félicitais, n'est-ce pas, l'opposition congolaise pour sa stratégie, c'est-à-dire la diplomatie en sourdine. Les têtes de proue étaient en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps. Et je crois qu'ils sont sur la bonne voie en réalité. Parce qu'aujourd'hui, toute la communauté internationale semble être acquise pour l'opposition congolaise. Parce qu'on a vu un peu comment est-ce que le président Kabila a baratiné tout le monde, la communauté internationale, l'ONU et même la CEAC. Dans les tentatives de règlement de cette crise, eh bien, le président Kabila n'avait pas du tout permis à ce que la CEAC, comme ce qui se fait chez nous ici, où on a tous les acteurs ont permis à ce que la CEDEAO puisse être aux côtés des acteurs pour le règlement pacifique du contentieux. Ce n'était pas le cas au Congo. Ce qui fait qu'il s'est mis à dos toute la communauté internationale. Parce que Kabila, à un moment, fatiguait tout le monde. Voilà, c'est pour cela que je dis, il faut, si vraiment l'opposition arrive peut-être à commettre des experts en cas de contre-expertise et tout, je crois que si ils arrivent à faire cela, eh bien, ils trouveront la communauté internationale derrière eux, les appuyer jusqu'au bout pour que si victoire il y en a pour l'opposition, qu'elle ne puisse pas être volée. Ils n'obtiendront pas ça. Pourquoi ils ne vont pas l'obtenir? C'est un groupe. Ils n'obtiendront pas ça. C'est parce que tout cela, oui. On sait comment est-ce que le président Kabila s'est pris depuis le début. On sait que ce n'était pas d'avoir sa volonté d'être à l'écart du processus. Et donc il a tout fait pour choisir un dauphin qui fait partie des plus fidèles.
de ses compagnons de lui. Et donc, il met tout en place pour ne pas remporter si le dauphin est voté, il sera aux affaires. S'il n'est pas voté et que Kabila tente de voler, c'est ce que je dis, David, qu'il peut mettre toutes les stratégies en place, mais c'est le peuple congolais qui choisira finalement qui pour conduire le pays pour les 5 prochaines années. Si Kabila est sûr de gagner ces élections, moi je ne sais pas pourquoi il refuse l'accès au fichier. Je ne sais pas pourquoi on fait inscrire 6 millions de Congolais irrégulièrement. Je ne sais pas pourquoi ils mettent toute cette voie-là. Tout ça qui laisse les choses se passer. La politique après tout, il n'y a pas de cœur en politique. La stratégie de victoire. Il a dit que le peuple congolais va le regretter après son départ. Qui laisse les choses faire. Ramazani ne peut pas être lâché par le pouvoir. C'est le pouvoir qui organise cette élection pour pouvoir couronner Ramazani. C'est clair, c'est son dauphin. Oui, mais lui, il est mal barré, le Ramazani. Non, je ne pense pas. On va tout le temps de revenir là-dessus. On va changer maintenant de sujet. On passe à l'Angola avec l'arrestation du président de la fondation Dos Santos, soupçonné de fraude. Le président de cette fondation, la fondation Eduardo Dos Santos, du nom de l'ancien président, a été arrêté dans une affaire de fraude financière. Ismaël Diogo da Silva, c'est son nom, est détenu depuis vendredi après-midi dans la prison de Viana à Luanda. C'est une source proche du procureur sous couvert de l'anonymat qui a fait cette déclaration. Le président de la fondation, Eduardo Dos Santos, a été interpellé pour répondre à un interrogatoire, a expliqué le bureau du procureur dans un communiqué. Il avait jusqu'à présent ignoré plusieurs convocations de la justice dans une affaire de détournement de 20 millions de dollars tout de même au sein du ministère des Transports. C'est comme il y a beaucoup d'argent en Angola à détourner. On avance des chiffres. L'Angola, c'est une puissance pétrolière en Afrique. Non, Dos Santos, ils ont beaucoup d'argent. Hein. Dos Santos a fait de l'Angola un pays immensément riche après la guerre de libération. Non, c'est l'Angola même qui est un pays immensément riche. Donc, cette richesse a donné du vertige à beaucoup de personnes. Vous avez vu comment le pays a été géré pendant toutes ces trentaines d'années de pouvoir du président. Dans une opacité totale, impossible d'accéder à des dossiers économiques et financiers sensibles. Quelque temps après son départ et avec l'arrivée du nouveau président, on a vu le tsunami qui a ravagé un peu les grosses pointures qui étaient autour de lui. Aujourd'hui, c'est le tour du président de cette fondation d'être arrêté. Si cela s'inscrit dans la démarche de la lutte contre la gabegie financière, etc., je pense que le message pourra être entendu par beaucoup. Mais le souci, l'interrogation que l'on se pose, c'est pourquoi justement c'est les proches de l'ancien président. Il était parti par ça. Il avait commencé par sa fille. Après, c'est son fils. Et là, c'est un des proches de l'ancien président qui est mis aux arrêts. Je pense quand même que l'actuel président a cette volonté de tourner la page de Dos Santos en apportant de nouvelles couleurs dans la gestion des affaires politiques de ce pays. Parce que pendant très longtemps, le pays a connu qu'un seul président. Et ce président avait permis à ses proches de rentrer dans la gestion opaque des finances. Quand vous dites que sa fille est la femme la plus riche d'Afrique, ça donne quand même du vertige. Et donc, je crois que le président de cette fondation qui est mis aux arrêts est une bonne chose, mais il faut au même moment craindre pour ce qui pourra se passer si tant est que c'est juste les proches de Dos Santos qui sont visés. Moi, je pense que le monsieur est en train de d'affaiblir ses compagnons de lutte, parce que lui-même était un très proche de Dos Santos, et donc il voulait affaiblir les autres. C'est tout comme quand on fait tout ce qui se passait souvent sur le continent, quand on fait un coup d'État, on élimine les autres, ceux avec qui on a pris le pouvoir. Et on a vu ça un peu partout sur le continent. Et c'est quelque chose qu'il est en train de faire. Et donc, il voulait affaiblir tout ce qui est proche de Dos Santos et créer ça. C'est pas des affaires montées de toutes pièces aussi. Mais qui sait si ce n'est pas monté de toutes pièces?
qui sait. C'est des gens immensement riches, tout le monde le sait, tout le monde est riche. Ceux qui sont dans le pouvoir, ils sont vraiment riches. Mais est-ce que c'est uniquement ceux-là à qui ils s'attaquent? C'est eux seuls qui sont riches dans ce pays-là. Je pense qu'il faut commencer par détourné. Il faut commencer par quelque chose. Vous n'allez jamais voir cette procédure, du moins c'est les procédures déclenchées par la justice en Angola aboutir à la récupération de tel. De viser cela. Non, ça ne se passe pas comme ça. On dit que tel homme a fait ceci, est riche de ceci, a détourné ceci, et puis on l'arrête. Et le tout, ça s'arrête là-bas. Qu'on nous dise que voilà, la procédure vise à récupérer ceci, à récécurer cela, les biens mal acquis. C'est une longue procédure. Non. Quelle est une longue procédure? Quand le cas du Gabon, le cas de la Guinée équatoriale, ça date pas de maintenant. Non, mais Gabon, les biens mal acquis au Congo, Brazzaville, ce dossier traîne à la justice. Oui, mais non, mais c'est la France. La France n'a aucun droit. La France n'a aucun droit de venir en Afrique dire que tel homme est opulent, il occupe telle place, telle position dans le pouvoir, alors les biens qu'il a, c'est des biens mal acquis, et la France veut récupérer ça. Au moment où... Elle a dit. Non, la France n'a aucun droit. La France n'a aucun droit de le faire. Donc tu autorises le pillage? La France n'a... Non, je n'autorise pas le pillage. Mais attends, si moi... C'est que tous les présidents... Non. La France n'est pas un modèle. La France n'est pas un modèle dans ce sens. Oui, mais tout ce que la France a pillé, tout ce que la France... Mais qu'est-ce que vous dites? Elle ne veut pas de l'argent. Mais tu vas me dire que ce que la France a, c'est de l'argent propre? Mais la France a pillé et continue de piller notre candidat, notre continent. Non. Mais si la France a fini de piller et que nous-mêmes, nos concitoyens continuent pas piller, on a vu la France s'accaparer de tout ce qui est investissement de nos dictateurs qu'il avait placés en Afrique là-bas. La France n'a jamais retourné cela. Elle n'en veut plus. Quand ils ont pillé l'Égypte, tout ce qu'ils ont ramassé de l'Égypte, est-ce que la France a retourné ça? Non. Vous savez, c'est vraiment un sujet passionnant. Vous l'avez remarqué, le plateau, il est un peu chaud. Mais je crois que... C'est Dimas qui la chauffe. Non, mais c'est quand même bien. Mais honnêtement, pour ma part, je pense qu'il faut analyser tout ce sujet avec un peu de recul. Parce que sur le sujet, il me semble qu'il y a mille hypothèses. D'abord, Dimas évoquait l'hypothèse de l'écartement des potentiels rivaux et tout. C'est plausible. Et il y a également, c'est-à-dire ce qui est dit officiellement, c'est que le président parle de lutte contre la corruption, la gabegie financière et tout. C'est l'argument officiel avancé. Mais quand nous analysons tout le problème, vous savez, le président Eduardo Santos, c'est quelqu'un qui a quand même dirigé son pays pendant 37 ans. Et on a vu que il n'était pas trop aimé de l'Occident. On disait qu'il dirigeait son pays sans partage et tout. Quel Dos Santos n'est pas l'Occident? C'est pas les États-Unis qui ont placé Dos Santos là-bas. Toutes les armes que les États-Unis... Comme Savimbi, bien sûr. Oui, je ne refuse pas. Mais avec l'évolution de la situation, est-ce que vous savez que sa fondation en réalité, depuis quelques années déjà, est-ce que vous savez qu'il a des difficultés à énumérer même des nominés, c'est-à-dire les nominés, puisqu'il travaille dans le domaine de la science et de la culture. Parce qu'on étiquette le monsieur, parce qu'il a fait 37 ans déjà, que c'est un dictateur. Ça se dit. Peut-être que certains ont des intérêts derrière, ils ne l'affichent pas, mais globalement, on dit de lui que c'est un dictateur. C'est un produit de l'Occident. Et à un moment donné, la fondation du monsieur en question, il y avait des difficultés à avoir les nominés, simples nominés. Et donc, à un moment donné, c'est le monsieur même qui a décidé de s'écarter. Et il a placé son homme de main. Et après, vous allez voir qu'il y a une chasse contre ses anciens collaborateurs. Moi, je me dis, on prend son fils. On prend sa fille. Je dis non. Non, c'est une manière de parler. Mais je me dis, quand j'analyse, suivez-moi quelques Ils ont détourné des milliards. C'est ce que je dis.
C'est ce que je dis. Ils ont détourné des milliards. Ils ont détourné. Mais personne n'a forcé Dos Santos à quitter le pouvoir. Hein. Il avait encore la capacité. Dos Santos, non, il n'avait pas la capacité. Oui, mais personne Dos Santos était malade. Il était souffrant. Mais il voulait prendre de recul pour se soigner. Nous sommes en Afrique. On a vu des présidents qui sont alités, qui sont. Tu veux parler de l'Algérie. Le Garé là-bas. Oui, de l'Algérie. Je voulais dire. C'est différent. J'ai dit, honnêtement, disons que c'est un peu rare de voir quelqu'un qui est arrivé au pouvoir avec la pleine bénédiction de son prédécesseur et aller jusqu'à prendre ses fils et tout. C'est bien beau, hein. On dira qu'ils ont... Comment ça, c'est un peu rare? Il est bon. Je vous dis, politiquement c'est bon, mais il veut balayer la maison. Je ne refuse pas, mais c'est sûr que derrière cette affaire, vous verrez l'ombre du président lui-même. C'est pourquoi je dis que c'est un problème à une mini-hypothèse. On ne peut pas parler à l'affirmative dans ce dossier. Il sait que le monsieur le désavoue ses proches, mais juste pour sa fille, quand il a arrêté sa fille, il a dit, mais là, il est parti trop loin. Un peu trop loin. Mais on ne peut pas dire qu'il a fait avec la bénédiction sur le terrain politique. N'oublions pas. Non. Mais aucune réalité politique ne permet à quelqu'un de s'allier avec le pour qu'on prenne sa fille. Non. Mais dans le cas d'espèce, on dit que la fille a fait détournement. Est-ce qu'on dira que la fille du président fait détournement, le président sera content? Magloire. Mais toi, tu penses que depuis que Dos Santos était là, il ne savait pas que sa fille... C'est pour cela que je dis peut-être étant président de la République, sa fille, s'il le prend, il sera peut-être malade. Je veux voir... Isabelle Dos Santos est la femme la plus riche. Je ne refuse pas. Comment vous pouvez comprendre que la fille du chef de l'État... On l'a déclarée comme telle, On l'a déclarée comme telle. Tu connais la richesse des autres? Elle était riche. Tu connais la richesse des autres femmes influentes du continent? Voilà, je pense qu'avec ce que je sais aujourd'hui, sur ce sujet, c'est un problème à une mille-hypothèse. On ne peut pas parler à d'accord, mais la réalité est ceci. Parce que nous sommes il y a des hypothèses, mais la réalité est ceci. Le monsieur veut créer son propre camp. Et ce camp va être encore des nouveaux riches. Il veut affaiblir ceux qui sont dans le camp qu'il a quitté. Oui, pour pouvoir émerger. Il sait que ces gens deviennent des boulets tout autour. C'est des riches, difficiles à contrôler. Et vous savez, aucun pouvoir ne veut se rendre redevable de qui que ce soit. Au-delà des arrestations, il va les dépouiller financièrement. Il va les dépouiller. Quand on prend un riche, on le met en prison, c'est fini. Ses affaires sont en souffrance totale. Il sera asphyxié financièrement. Ils vont tout faire. Moi, je veux que ces procédures visent réellement les biens mal acquis. Là. Et que le pouvoir nous dit que telle personne, on l'a arrêté, il a su détourner tel montant et nous avons tout fait pour ramener ça dans la caisse de l'État. Si ces procédures aboutissent à cela, je dirais bravo. Non, ça va se faire. Non, depuis qu'on les arrête, on les prend, on les détourne, eux-mêmes ils encaissent la chose sans rien annoncer à l'État. Non, mais c'est des gens qui veulent créer de nouveaux riches. C'est ce qu'on appelle de nouveaux riches autour de lui. Non, Dimas, la procédure elle est très longue. Quelle procédure très longue? C'est dernièrement que la Suisse a accepté de rapatrier les fonds du président. Des bribes. Combien? Abacha est décédé depuis peut-être le 1 millième. Mais il y a quand même eu une décision qui a dit nous vous renvoyons les sous qui ont été volés. C'est des comptes, c'est des comptes connus. Les comptes connus, on agit un peu comme cela là-dessus. En sortant beaucoup de trucs dedans, on vous envoie des bribes. Tous ces comptes dans les paradis fiscaux là. Vous pensez qu'on les connaît? Et c'est ces blancs-là, c'est ces occidentaux dont tu disais ici qu'on accuse quoi là. Ces occidentaux, c'est eux-mêmes qui créent des conditions pour que ceux qu'ils ont placés à la tête de nos pouvoirs ici viennent investir dans vous. Est-ce qu'on vous a forcé à rapatrier vos sous dans les banques étrangères? Oui, d'une manière ou d'une autre. Oui, d'une manière ou d'une autre. Oui. Vous a imposé
une exigence. Oui. Pour comment? Mais ils le font. Qu'est-ce que tu penses? Ils le font. Quand tu es riche, avant qu'on te laisse aller en avant, on te dit tu dois investir ici. C'est ça, c'est obligatoire. Quand vous volez de l'argent, la classe va vous dire, si vous ne prenez pas son Bolloré, si vous ne prenez pas son Bouygues, si vous ne prenez pas son SFR, si vous ne prenez pas tel, nous ne vous laisserons pas les mains libres. D'une manière ou d'une autre plan, et on vous dit, bon, vous êtes des riches, vous devez investir dans tel banque, vous devez être ici. C'est ce qu'ils font. Le rapatriement des fonds qui ont été saisis, on parle de milliards de dollars. Ce n'est pas petit. Et donc je vois mal l'actuel président aller jusqu'à mettre aux arrêts la fille du chef de l'État, son fils et certains de ses proches pour des raisons de détournement. Je vois mal ce président s'arrêter juste aux arrestations. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il va les affaiblir financièrement. Maintenant, les fonds récupérés iront où? Mais dans la caisse de l'État. Non, justement, non. Ce qu'ils font dans de pareils cas, c'est que quand ils récupèrent les fonds, c'est pour leur compte personnel. C'est ça le problème. L'homme politique, c'est un stratège fin. Vous voyez comment le débat est passionnant. Pas tout homme politique. Ils sont tous pareils. Non, ils sont tous pareils. Vous voyez comment le débat est passionnant. C'est le pro du politique. Il aime placer un sujet qui crée confusion, tout le monde voilà, et moi je vous dis, c'est un début de feuilleton, il y aura plusieurs épisodes, et vous verrez qu'à la fin, peut-être ce que nous disons au début, ça risque de changer à la fin là. On marque la pause et puis on revient après le journal sur les sujets du Togo.